Pour cette édition, nous recevons Christian Etongo, l'artiste performeur pluridimensionnel avec qui nous nous entretiendrons tout au long de cette émission. On se retrouve tout juste derrière. Merci Christian de nous accorder cet entretien exclusif ce jour dans le Khmer Place Insight. Bienvenue sur le Khmer Place Insight, Christian. Merci et merci pour l'accueil qui m'a été réservé ici à Khmer Place Insight. C'est partagé. Nous n'avons pas toujours vu le calendrier d'un artiste comme vous, le temps de vous avoir chaque fois. Et pour cette fois, une fois au moins, on peut s'entretenir avec vous et discuter sur l'actualité, sur votre parcours artistique, également sur un certain nombre de problématiques liées à la performance et à la culture du Cameroun. Merci Christian de nous accorder cet entretien. Et je crois qu'on va entrer directement dans le vif du sujet. Quelle est l'actualité de Christian ce jour? Bien, mon actualité est toujours pleine. En ce moment, je prépare, je suis sur la ligne droite sur le festival Performaction, qui est le tout premier festival d'art performance au Cameroun. Le tout premier. Il n'existait pas avant. Non, pas avant. Et en ce moment, donc, je suis en train de boucler la programmation. Le festival aura lieu à Yaoundé du 29 novembre au 2 décembre 2017. Donc voilà l'actualité chaude en ce moment. D'accord, mais Christian Etongo, on a la dernière actualité à Douala avec les jeunes performeurs au niveau de la maison de la culture Bipanda. Oui, la maison des jeunes de Bipanda. Et je crois que c'est une belle activité parce qu'on a eu un bon retour de ce côté-là. Oui, ces jeunes, c'est des jeunes qui sont passés par mes ateliers. Et après, je me suis dit, il fallait qu'il y ait une plateforme à Douala sur la performance. Donc, comme ça, je leur ai demandé de créer eux-mêmes quelque chose qui pourrait les faire travailler. Donc, ils ont créé, ils ont monté cette nuit de la performance. Et je suis juste allé leur donner un coup de main, donc j'étais présent. Voilà. Vous avez donné l'onction patrimoniale, comme on dit, en tant que le père spirituel et le père physique de ces jeunes-là. Oui, d'accord. C'est très bien, Christian. Je crois que pour rester collé à l'actualité, on va poser une question comme ça, triviale à Christian Etongo. Qu'est-ce qu'il pense du récent, des concertations qui se font actuellement au niveau du ministère des Arts et de la Culture pour essayer d'assainir le secteur de la culture et des droits d'auteur et des différentes corporations qui y sont affiliées. Qu'est-ce que vous en pensez de ces concertations initiées par le ministre des Arts et de la Culture du Cameroun? Bien, c'est une problématique vieille comme Cameroun. Donc, du coup, je suis souvent un peu, comment je peux dire ça, j'ai un nez dubitatif parce que je me dis toujours, la montagne va accoucher d'une souris. Là, il y a un comité d'experts, des spécialistes de la culture qui vont se pencher sur les questions culture au Cameroun. Oui, je me suis toujours dit que ceux qui étaient en charge de régler ces problèmes de droits d'auteur, des sociétés de droits d'auteur au Cameroun, depuis 20 ans, 30 ans, c'était des grands artistes ou des grands, je ne sais pas comment, des juristes. Oui, tout ce que vous voulez. On les a vus défiler, ça n'a jamais marché. Je pense qu'il y a d'abord un problème de mentalité. Et c'est là le vrai problème. Donc j'espère que le ministre actuel va, n'est-ce pas, débloquer cette situation qui perdure. Parce qu'à la limite, on ne sait même pas si nous qui partons à l'étranger et que parfois nous sommes obligés de déclarer nos droits, par exemple, déclarer toutes vos œuvres dans une société de droits d'auteur au Cameroun. Moi, depuis 5 ans, je sais pas quand j'y vais, je n'en parle pas. Parce qu'il y a une cacophonie,
il y a un désordre vraiment notoire dans cette histoire. Et du coup, chaque fois que j'entends que les gens se sont réunis, je regarde ça à distance. Et puis, mais si on choisissait Christian Etongo pour faire partie de cette commission, qu'est-ce que vous aurez apporté comme proposition dans cette commission-là? Si on me choisissait, je serais un mauvais dirigeant d'une société de droits d'auteur. Non, dans une commission pour décider, pour améliorer le statut des artistes, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, je pense que le problème ici, c'est comme je disais, c'est une question de mentalité, c'est une question d'honnêteté, c'est une question d'éthique. C'est-à-dire, vous savez que tout ce qui brasse, partout où beaucoup d'argent se brasse, oui. Et il y a des cœurs qui battent fort. Donc moi je pense que s'il y a des gens intègres, ça commence par là, s'il y a des gens intègres, des personnes qui ont vraiment le sens de l'honnêteté, je pense que les choses vont avancer. C'est mon avis. Donc la solution, c'est d'avoir des hommes intègres qui pourront plancher sur ces questions-là, sans toutefois être intéressés. Oui, incorruptibles même. D'accord. Et est-ce que Christian Etongo fait partie d'une société de droits d'auteur au Cameroun? Quand vous dites que vous n'êtes pas inscrit nulle part? Non, actuellement non. Ça ne vous intéresse pas? Pas que ça ne m'intéresse pas, je suis un artiste camerounais. Donc, en principe, je devrais être affilié dans une société de droits d'auteur. Bon, il y a une liste d'artistes. Oui, tout récemment qui a circulé au ministère. Et je crois avoir vu le nom de Christian Etongo. Oui, j'ai retrouvé mon nom dans cette liste. Mais qui a positionné votre dossier là-bas? Je ne sais pas. Mais je ne peux pas dire vraiment que je ne sais pas. Je suis un artiste qui est reconnu dans mon pays. Donc, parfois, quand on sort un fichier, je n'ai pas besoin de positionner mon dossier. Je pense que je suis... Donc, vous n'avez rempli aucune fiche? Non, jamais. Donc, Christian Etongo n'a jamais touché aucun copec au niveau des droits d'auteur au Cameroun? Non. Et là, en plus de 20 ans de carrière, peut-être que je ne me suis pas intéressé aussi. Un peu marginal alors, Christian Etongo? Je préfère être très indépendant parce que j'ai souvent été déçu de voir des collègues artistes aller toucher 2000 francs CFA, certains touchent 1000 francs, 2000, 3000. Alors du coup, je suis un peu en colère. Je me dis, bon, je ne m'intéresse pas à ça. D'accord. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Christian Etongo, ce n'est pas aujourd'hui que Christian a commencé à travailler dans le secteur de la culture au Cameroun. Christian a commencé déjà à travailler dans le secteur de la danse et de la danse contemporaine, précisément. Oui. Et c'était le groupe, c'était lequel? Oui, j'ai commencé avec le groupe le Baobab, qui était un groupe créé par le chorégraphe camerounais qui vit aux États-Unis aujourd'hui, qui est un grand frère qu'on appelle Kemo. Il a enlevé le prénom Paul de son nom, en fait c'est Paul Kemo, qui a créé le groupe le Baobab, qui était un groupe tradit contemporain. Oui. Et quand il est parti, il a laissé la gestion du groupe au chorégraphe André Takoussa. C'est à ce moment que j'intègre ce groupe. Et après, j'ai travaillé avec des chorégraphes comme Martino et Balezam, avec Berton Bongo, avec Lizangwa, la regrettée Lizangwa, jusqu'à ce que je sorte de la danse. Et là, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de spectacles. Là. Oui, on a beaucoup tourné avec des spectacles de danse. Oui, à peu près entre 4 et 5 ans de carrière en danse. Mais c'est beaucoup. Mais qu'est-ce qui vous aura découragé au niveau de la danse? Pourquoi vous n'êtes pas resté longtemps? Je ne suis pas découragé, j'ai trouvé une voie. J'ai trouvé ma voie. Et j'ai compris que c'est ce que je voulais faire. Donc, il faut préciser que pendant que j'étais danseur, j'avais suivi les cours de peinture. Oui. Ça, c'est intéressant de le dire parce que Christian a participé aussi à beaucoup d'ateliers de peinture. Oui, j'avais suivi les cours de peinture, j'avais pris les cours de peinture avec le plasticien de regretter mémoire Ko Eyango.
qu'on appelait Babier Yango, qui était à Douala. Donc j'ai pris des cours de peinture. Et à un moment, je me suis dit, comment faire pour allier la danse et la peinture. Il fallait trouver le juste milieu. Ah, voilà. Alors j'ai créé quelque chose qui était révolutionnaire à l'époque, un spectacle de painting show où je peignais avec mes mains, avec mes doigts sur une toile pendant que je dansais. Et je n'arrivais pas à coller un nom à cette histoire. Pour moi, je disais, c'est des spectacles d'art plastique. Donc c'était un peu ça. Donc je continuais de danser, mais en alliant la peinture. Oui. Vous voulez combiner ces deux arts. Voilà. Et c'était vraiment fou à l'époque, jusqu'à ce que le plasticien Pascal Martin Taillou, qui est un plasticien très très connu dans le monde et qui vit en Belgique, lors d'un stage au Centre culturel français de Yaoundé, je lui ai montré les photos de mes... Parce qu'en fait, il avait fait une installation plastique, une installation artistique, où il avait accroché des centaines de poissons sur le plafond. Ouais. Et ça me parlait, je me disais, ben tiens, ça c'est des choses qui sont dans mon esprit. Je lui ai montré les photos de mes travaux, il m'a dit, mais tiens, tu fais de la performance. Voilà, c'est là qu'est sortie la première fois l'expression performance. Voilà, j'avais jamais avec entendu parler. Monsieur Taillou. Oui, oui. Et il m'a donné une documentation là-dessus parce que je lui avais dit que je n'avais jamais entendu parler de cet art. Et là, quand chaque fois que j'ouvrais une page, j'avais l'impression que c'est moi qui avais écrit ces livres que Pascal Martin Taillou m'avait offert. C'est-à-dire tout ce qu'il y avait dans mon esprit était dans ces livres. Donc c'est un peu Pascal Martin Taillou qui est le déclencheur de cette passion autour de la performance. Voilà. Et c'est comme ça que je décide de pratiquer exclusivement la performance. Et là, on est autour des années de l'année 1997. Mais il faut déjà dire que les premières manifestations de la performance en moi dataient déjà de 2 ans plus tôt. Oui, du painting show et ces ateliers de peinture et de spectacle. Voilà. Et comme ça, à partir de 97, je décide de travailler seulement la performance. C'est vrai que la danse va influencer. Au début, la danse va beaucoup influencer la performance. Mais autour de 2003, 2004, je vais faire un break. Et je vais laisser tomber l'art. Parce qu'en fait, j'étais dans une phase de questionnement. Parce que je ne savais plus là où ça m'amenait. Je voyais mes copains danseurs évoluer, faire des voyages. Et moi, j'étais là, j'avais embrassé un art que personne ne comprenait, que personne ne connaissait. D'ailleurs, que moi, je ne connaissais pas. Voilà. Et que j'étais en train d'apprendre. Donc du coup... C'est vrai que c'est ce retour. Vous êtes introverti pour trouver la paix du cœur et de l'esprit. Oui. Et en 2004, je me retire. Vraiment, d'une manière inconsciente, je me retire de l'art, du milieu artistique. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Oui, je crois que j'avais eu un premier choc, c'est qu'en 2000, j'ai perdu ma mère. Je me suis rendu compte après que je n'avais pas fait le deuil pratiquement 9 ans après. Ah oui, donc je crois que j'étais dans cette phase où j'étais toujours dans ce trip, quoi. J'avais perdu ma mère, c'était un premier choc. L'art ne m'avançait à rien, je ne voyais pas où ça me menait. Ça aboutissait avec cet art. La performance, personne n'en parlait. On ne savait pas. Déjà cet art performance dans l'échiquier de la scène culturelle du Cameroun. Voilà. Et il n'y avait pas de débouché, je ne voyais pas de débouché. Retourner à la danse était comme un échec. Je suis sorti comme ça, tout doucement, du milieu artistique. Pour aller où? Nulle part. Vous êtes rentré chez vous? Ben oui, j'ai fait un peu de commerce. J'étais moniteur de sport. Ça, tout à l'heure, on va déboucher sur l'action de moniteur de sport et d'encadreur de coach sportif. Oui. Mais pendant 5 ans,
je pensais être parti de l'art, mais en réalité, je n'étais jamais parti parce que j'ai continué les recherches. Je lisais beaucoup, énormément sur l'art performance. Comme ça, par curiosité. Ouais. Donc, c'était pas. Pour moi, c'était quelque chose de passé. Ouais. D'été passé, donc. Jusqu'à ce que en 2009, donc j'ai passé 5 ans d'hibernation. Ouais. En 2009. 5 ans à faire du petit commerce, oui, à faire oui. des activités parallèles comme le commerce, c'est quoi? Oui, le sport, le c'est sport, toujours... oui, oui. Mais chaque fois que je rencontrais un artiste, il me rappelait, mais tiens, tu t'es où? Tu es où? Beaucoup pensaient que j'étais parti du Cameroun. D'autres pensaient que certains savaient que j'avais décroché, quoi. Donc, tu étais passé à autre chose, oui, oui. dans un autre domaine, pas dans l'art. Oui. Et en 2009, je décide de revenir. Et là, je monte ma première vraie performance qui était structurée. Quartier Sud, qui est en réalité une pièce que j'avais écrite en 2002 sur l'immigration illégale, pour parler de mon parcours personnel quand j'avais la vingtaine. Je suis parti du Cameroun d'une manière en aventure, comme on dit. J'ai pris la route jusqu'en Espagne, j'étais dans un centre de rétention pendant 3 mois. Après, j'ai été rapatrié au Cameroun. Et ça, je voulais raconter ça. Donc, j'avais écrit une pièce en 2002 qui parle un peu de ça. C'était un peu théâtre, c'était un peu texte, performance, danse. Mais en 2009, je décide d'en faire une performance qui va découler en une série d'une quinzaine de performances après. En 2009, je reviens et je reviens en force. Avec ce spectacle Quartier Sud. Oui, Quartier Sud, avec lequel j'ai tourné un peu partout. En Afrique du Sud. C'est un spectacle de combien de minutes? C'était en série exploratoire. Donc, pour chaque représentation, c'est des éléments, les mêmes éléments reviennent, mais le temps où les actions peuvent différer. Donc, 25 minutes, 1 heure, 15 minutes. J'ai même fait Quartier Sud en Suède, je crois 10 minutes. Donc, c'est un peu comme ça, c'était une série exploratoire. Oui. Bon, on va revenir sur l'activité sportive, comme vous l'avez dit tantôt. Vous êtes passé en tant qu'entraîneur, on dit coach. Oui, coach de fitness. Et c'était dans les années de break. Oui. Dans votre année de passage à vide. Oui. Mais dans cette année de passage à vide, qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon? Oui, qu'est-ce que vous avez tiré comme expérience pour revenir aussi plus fort? Ce que j'ai tiré comme expérience pendant ces années de break, d'abord, je me suis rendu compte que je pratiquais l'art d'une manière profane, n'est-ce pas? Je pratiquais l'art parce que j'étais artiste, tout simplement. Mais je n'avais pas pris conscience de la dimension spirituelle que je pouvais donner, ou le sens que je pouvais donner à ma pratique artistique. Donc, quand je passe tout ce temps en hibernation, vous développez le côté spirituel. Oui. Vous allez à l'église, vous allez chez les prêtres de cérémonie, vous allez... Je me détache de plus en plus de l'église. Pour aller vers les prêtres de cérémonie. L'église catholique, pour aller dans les traditions camerounaises. Parce qu'on le revoit dans vos créations, il y a beaucoup plus d'initiation, beaucoup plus d'introspection vers des pratiques patrimoniales. Oui. Donc pendant ces 5 ans, comme ça, je ne pouvais pas savoir que c'était pour structurer mon travail. C'était une forme d'initiation inconsciente. Oui, voilà, c'était ça. Je suis allé assister à des rituels, des rites de Tso. Je suis allé à l'ouest voir des funérailles, des choses comme ça. Bon, c'était occasionnellement, c'est-à-dire
Si j'avais un ami qui partait, qui avait les funérailles dans son village, je l'accompagnais, tout simplement pour voir comment ça se passe. Ouais. Et pendant ces 5 ans, j'ai tourné comme ça, j'ai vu plein de rituels. Et on vous permettait d'accéder à ces rituels-là facilement? Pas toujours. Mais quand vous allez vers des gens avec le désir de savoir, de connaître, ils vous permettent d'entrer dans la connaissance. Ils vous donnent les secrets, les clés? Pas toujours, mais ils vous ouvrent une porte. Pour vous permettre de mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, oui. Et c'était pas méfiant toujours un artiste, un jeune qui vient vers ses initiés? Est-ce qu'il fallait d'abord vous initier ou bien il fallait tout de go comme ça, vous ouvrez les portes et vous permettre de voir les mystères de ce côté du monde? Bon, il faut préciser qu'aujourd'hui, pour trouver des vrais initiés, c'est un peu difficile. Oui, ça peut pas aller. Oui. Parce que il y a beaucoup de gens, je m'excuse du terme, il y a beaucoup de bluffeurs qui nous font croire qu'ils sont initiés alors qu'ils ne sont pas initiés. Donc déjà, trouver des personnes qui sont initiées. De bonnes personnes. Oui, de bonnes personnes. Ça, c'était le plus difficile. Maintenant, quand vous allez voir ces gens, ces personnes, et que vous leur expliquez votre démarche, parce que moi, ma démarche, c'est quoi? C'est que voilà, je suis un Africain et je suis un Camerounais, et voilà, nos valeurs sont en train de disparaître. Alors, si toi, tu as encore une clé, si tu as encore quelque chose à dire sur ces valeurs, pour que ça reste vivant, je veux savoir 2 ou 3 choses. Si tu viens avec cette approche, on t'ouvre les portes. On t'ouvre les portes parce que c'est curieux de voir des jeunes qui s'intéressent à ça. Et généralement, ces personnes initiées, je pense qu'elles deviennent moins méfiantes si vous venez de manière sincère. Et c'est cette sincérité-là qu'on voit toujours. Parce qu'on en a discuté avec plusieurs artistes, avec plus d'un artiste, que ce soit des performeurs ou bien les autres dans d'autres secteurs, ils ont parlé de la sincérité. Est-ce qu'il y a toujours, est-ce que ça n'a pas existé à des moments que les artistes ne soient pas sincères avec leur maître ou avec ceux qui leur ont permis de passer de l'anonymat à la célébrité? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu une rupture, quoi. Oui, il faut déjà savoir qu'un artiste est un être humain. Un être humain peut être différent, mais c'est un être humain avec ses défauts, avec ses qualités, avec ses tares, avec l'hypocrisie ou la sincérité. Donc, trouver des personnes sincères, c'est voilà, pas toujours, voilà. Ça court pas les rues. Voilà. Même dans le domaine artistique. Oui, même dans le domaine artistique, il y a des personnes qui vous présentent un visage, mais qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas cela à l'intérieur. Donc c'est ça le problème. Donc là, c'est une sorte, pendant votre passage à vide, pendant le break, vous êtes initié, c'est une façon de rentrer dans la philosophie de l'initiation ou bien dans la philosophie de la vie. La philosophie de la vie, d'abord. La philosophie de la vie, parce que en Afrique, il faut savoir que tout élément, tout ce qui existe, tout ce qui fait la vie, comment j'allais dire ça, le quotidien, tout fait partie de la vie de l'Africain. C'est-à-dire, il n'y a pas une différence, une rupture entre la vie et, par exemple, la nature ou la philosophie. Il n'y a pas de... Non, il y a une interconnexion. Voilà, c'est ça. Tout est connecté. Tout est connecté. Donc, du coup, quand vous allez pour l'initiation, vous n'êtes pas considéré comme une personne à part. Parce qu'en fait, tout être, pour ceux que j'ai fréquentés, tout être doit être initié. Tout être doit, c'est-à-dire tendre vers
vers la connaissance. Parce qu'en fait, l'initiation, c'est la connaissance. Oui. C'est ça, c'est pour ça que dans la société occidentalisée, on va à l'école. Ben, il n'y a pas eu une école pour... il n'y a pas des enfants qui ne vont pas à l'école et d'autres qui vont à l'école, non. On demande à tout le monde d'aller à l'école pour apprendre. L'éducation offerte à tous et pour tous. Et c'est ça l'initiation. Mais en Afrique, c'est pas la même chose quand même. Oui, c'est que africaine, c'est pas oui, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans les sociétés africaines, il y a des étapes d'initiation. Par exemple, la circoncision, qui est un passage, un rite de passage, qui vous fait devenir un homme. C'est-à-dire, vous allez vous asseoir, vous pouvez déjà vous marier, vous pouvez vous asseoir avec les anciens. C'est une initiation. Donc, et tous les garçons y passent. Oui. Donc, c'est pour ça que je parle d'étapes. Oui. Maintenant, il y a d'autres rites qui seront réservés à ceux qui sont peut-être plus intelligents, plus courageux, plus, ou qui seront même choisis, cooptés tout simplement, de par leur, peut-être, comme je parlais d'intelligence tout à l'heure. Donc, l'initiation n'est pas fermée en réalité. Mais pour un artiste comme Christian Tongo, est-ce qu'il a fait les beaux-arts? Est-ce qu'il a fait le code, parce qu'on appelle le code conventionnel de la profession artistique? Il faut être formé. Christian Tongo est parti à quelle école? L'école de la vie. Il n'y a pas eu de conservatoire, il n'y a pas eu d'études de beaux-arts, parce que on nous dit généralement que c'est dans ces espaces-là qu'on apprend, qu'on initie les artistes à mieux comprendre leur talent, à mieux comprendre leur environnement, à mieux développer les sens. Je suis allé à l'école de la vie. Ça vous a fait développer vos sens? Oui. Vous êtes plus à l'écoute de votre nature, de votre environnement? Voilà, c'est ça. C'est difficile à expliquer parfois quand je donne des conférences ou des ateliers dans des universités ou des grandes écoles d'art. Au départ, il faut avouer que moi-même, je me posais des questions, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Parce que si vous avez des doctorants en art, vous avez dans une école de beaux-arts ou dans une université, et que on ramène des étudiants pour vous écouter, et parfois pour apprendre votre théorie, ou alors pour apprendre de votre démarche artistique. Parfois, on est un peu inquiet, on se dit, moi je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas fait l'école des beaux-arts, je n'ai appris nulle part. Comment ça se trouve? Alors là, on prend encore conscience de la force qu'on peut représenter. Et à ce moment, les recherches, j'aime pas trop dire autodidacte, mais les recherches de la vie, les recherches sur la vie, sur l'entité même de la chose, deviennent très poussées. Et du coup, je suis comme cette personne qui peut parler aux gens au vu de leur expérience. C'est-à-dire, c'est mon expérience qui est la leçon que je donne aux autres. Donc Christian Tongo, aujourd'hui, avec son écriture plastique qui est particulière, s'impose et suscite beaucoup d'interrogations et aussi d'approches de la part des autres jeunes. Est-ce à dire que Christian Tongo est devenu un maître dans la performance? J'ai souvent peur des titres. J'ai souvent peur c'est-à-dire de tout ça, parce que il est vrai que on parle d'humilité, tout ça, mais j'ai souvent peur des titres comme maître. Ça renvoie parfois à gourou, je sais pas. Mais en réalité, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de ça, parce que
C'est pas moi qui... Je me place pas comme le pionnier, l'un des pionniers ou comme maître. C'est les autres qui le disent. Puisque les gens vont à l'école. Voilà. À l'école, la performance est en Voilà, on a rencontré plusieurs artistes, jeunes artistes, voilà, qui nous ont cités comme modèle et qui disent on aimerait faire l'école des tangos. Voilà. Donc aujourd'hui, je transmets parce que je ne parle pas souvent de formation. C'est des artistes qui ont déjà leur potentiel. Qu'est-ce que vous transmettez, l'initiation ou bien l'art de la pratique? L'initiation. L'initiation dans le domaine de la vie même. Parce que dans mes ateliers, quand on a... C'est très spirituel. Ah oui, quand on assiste à mes ateliers, on parle beaucoup plus qu'on ne pratique. Ça veut dire que quand je fais asseoir des jeunes, je leur raconte mon parcours, je leur raconte ma vie, je leur dis pourquoi je suis parti de A jusqu'à B. Comment? En fait, ça vient de ma pratique du bouddhisme pendant 3 ans. J'ai appris dans le bouddhisme que seules les expériences du maître pouvaient te servir de repère. Et on n'était pas obligé de suivre exactement la voie du maître, mais ça pouvait nous servir comme expérience. Voilà. Et maintenant... Chacun devait se faire sa propre expérience. Voilà, c'est ça. Pas attendre de ce que le maître a donné comme voilà, c'est ça. C'est comme ça que je donne, je transmets ma connaissance aux jeunes. Et donc, c'est important de transmettre pour vous? Oui, c'est très important parce que quand j'ai commencé à pratiquer l'art, j'ai toujours pensé que je devais laisser quelque chose pour la postérité. Et je me suis toujours dit, si un jour je suis à un certain niveau, il faut bien que... parce que j'étais un peu jaloux de voir des artistes qui... on parlait de certains artistes 100 ans après leur mort. Je me disais, mais comment ils ont fait? J'ai lu beaucoup de biographies des grands maîtres. D'ailleurs, je me suis abreuvé de toutes les biographies de tous les grands maîtres qui puissent exister. Dans la performance? Dans l'art en général, la musique, la peinture, la littérature, le théâtre. Donc j'ai toujours lu les biographies de ceux qui ont marqué leur domaine. Et je me disais, voilà, je vais être comme ça. Et comme ça, il est arrivé donc quand j'ai eu l'occasion, l'opportunité aujourd'hui, il faut que je laisse quelque chose à la postérité. Du coup, transmettre aux autres devient très important. Ça devient vital. Et transmettre aux autres, est-ce que vous aurez, ou bien vous aimeriez transmettre cela à un de vos enfants ou à un proche? Est-ce qu'un proche de vous qui souhaite faire la performance, comment est-ce que vous avez réagi? Je crois que on transmet à ceux qui sont réceptifs. Mes enfants, j'en ai 3 en ce moment. Ma première fille est comédienne et styliste. Je n'ai jamais influencé ses choix. Vous n'avez jamais orienté? Non. Elle est tout naturellement. Oui, pendant qu'elle était toute petite, elle cousait déjà des robes. Tout comme mon fils qui a 3 ans, elle faisait des choses qui nous faisaient rire, des choses extraordinaires pour un enfant, des grimaces, des choses comme ça. Et puis bon, naturellement, elle m'a vu travailler. Et puis un jour, elle m'a dit, voilà, papa, je veux faire l'art. Non, vous êtes un modèle pour vos enfants. Ah oui, du coup, quand même, je lui ai dit, pour que tu fasses l'art, je ne veux pas que tu prennes la voie que j'ai prise, c'est-à-dire celle de la vie, qui était un peu plus difficile. Oui. Et là, je l'ai inscrite dans une école qui était un centre de formation artistique quand même. Donc, elle a fait ce centre, qui était le centre social des beaux-arts,
où elle a obtenu un diplôme, donc il est plus nanti que moi à ce moment. J'ai ma deuxième fille qui, un jour, pendant qu'elle faisait première, elles sont venues me chercher à l'aéroport. Elle m'a vu sortir de l'aéroport, elle m'a dit, papa, je veux voyager comme toi et je vais faire de l'art. C'était le déclic. Ça m'a bouleversé. C'était le déclic. De vous voir sortir de l'avion, elle dit, ce monsieur, il a réussi, mon papa. Oui. Et aujourd'hui, elle a en première année Histoire de l'art à l'Université de Yaoundé. Et ça, elle a choisi, elle a décidé d'être curatrice. C'est comme ça, je suis quelqu'un qui regarde les autres faire. Donc mes propres enfants font leur choix. Je vous encadrer. Pour le moment, je les observe. Vous n'avez rien à dire non. En termes d'encadrement? Par exemple, ma fille, je ne travaille pas avec elle. Je travaille avec tous les jeunes, mais pas avec ma fille qui est comédienne. Pourquoi? Et qui est même talentueuse. Pourquoi Christian ne veut pas travailler avec sa fille? Ah oui, parce que on a vu des duos père-fils, père-fille, et ça fait oui, parce du succès et ça fait parler aussi. Oui, parce que j'estime que j'ai cette peur. Je me pose toujours la question, est-ce que c'est ce qu'elle veut vraiment faire? Est-ce que c'est pas parce qu'elle m'a vu faire et qu'elle pense que c'est ça? Bon, elle est tellement passionnée que je commence à lui faire confiance. Et Dieu merci, elle travaille avec des grands comme Martin Mbara, avec qui elle a fait déjà 3 créations. Elle a travaillé avec Dieudonné Nyanguna, le Congolais. Et elle a travaillé avec d'autres metteurs en scène comme Philémon Blekondoa. Donc je crois que je commence à lui faire confiance. Donc le regard des autres avant, il était comment vis-à-vis de vous? Les membres de la famille, les autres avant que vous n'arriviez au succès de la performance que vous exercez aujourd'hui? Avant, la famille, comme partout, vous regardez d'une certaine manière. On se dit, bon voilà, vous avez raté votre vie. Vous avez raté votre vie. Moi, mon père, à l'occasion, il me le dit encore jusqu'à présent. Voilà, je t'ai envoyé à l'école, tu n'as pas voulu aller à l'école. Tu es venu nous faire la performance. On ne comprend pas à quoi ça arrive tout ça. Voilà. Et puis tout le monde voudrait que quand tu fais des voyages, que tu retournes avec des grosses voitures, l'image que certains donnent. Sur sa story, avec les biens matériels et voilà. autres. Voilà. Et ça veut dire que la performance ne nourrit pas son nom alors, Christian? Pour dire qu'il n'y a pas de grosses voitures, il n'y a rien, ça veut dire que... C'est par choix. C'est par choix. Aujourd'hui, je vis de mon art. Je vis de mon art parce que j'essaye de m'organiser aussi. Je vis de mon art, malheureusement, pas vraiment au Cameroun, parce que le Cameroun, c'est un peu difficile de vivre de son art au Cameroun. Donc, l'essentiel de mes cachets vient de mes prestations à l'étranger. Et après, je peux organiser ma vie ici. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne me suis jamais fixé ailleurs qu'au Cameroun. Parce que je peux organiser ma vie ici sur 1 an, sur 2 ans, et mener mes activités de manière sereine. Mais bon, sans vraiment me plaindre, je connais la difficulté qu'ont les artistes. Qui vivent dans le pays au quotidien. Oui, qui vivent, je connais la difficulté. Et encore, l'art performance. Qui est un art nouveau. Oui. Donc, qui n'est pas encore vraiment bien perçu. Voilà. Parce que c'est un art problématique, c'est un art qui suscite beaucoup de questionnements autour. Oui. Et parfois, les gens vous assimilent la performance à un non-art. Vous dites que tout le monde est performeur. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il y a eu toujours ce débat entre les académiciens et les pratiquants de l'art performance. Vous dites que la performance, c'est rien de nouveau sous le soleil. Ah oui, c'est pas un art,
Et les artistes performeurs sont finalement tombés d'accord que c'était pas de l'art. Et qu'est-ce que vous dites? Oui, moi je dis c'est pas de l'art. Ce que je fais, c'est une frange de la société qui a voulu classer ça comme de l'art. Donc du coup, je deviens artiste parce qu'ils ont décidé que je suis artiste. Je suis quelqu'un qui... S'il fallait classer, vous savez quoi? Je suis quelqu'un qui propose des choses de la vie. C'est-à-dire qui essaye d'ouvrir l'esprit des autres sur les réalités de la vie, sur les choses de la vie, sur des choses qui ne sont pas perceptibles. Vous êtes une sorte de tribun? Peut-être. Peut-être. J'utilise l'art en réalité pour vous faire passer des messages comme un politicien, comme un activiste, comme un religieux, c'est comme ça, c'est-à-dire ici ce n'est pas le divertissement, ce n'est même pas l'éducation. Ce n'est pas l'éducation. Ici c'est faire prendre conscience à l'humain de l'humanité qui habite en lui. Mais tout à l'heure, on a dit l'artiste performeur ne vit pas de son art. Les questions qui fait le tour du monde, pourquoi ne pas avoir choisi de s'établir par exemple en Europe, où on gagne mieux sa vie, et revenir au Cameroun, où ça veut dire qu'il y a un agenda caché derrière tout de même. Oui, bon, il faut avouer que au départ, quand j'ai commencé mes voyages, j'avais un souci, c'était de m'installer en Europe, comme la plupart des artistes. Et je me suis quand même dit, il faut étudier le terrain. J'ai constaté que même les artistes européens ne s'en sortaient pas très fort, quoi. Et que les artistes camerounais qui partaient se perdaient. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit ils ne pratiquaient plus leur art, ils faisaient autre chose pour vivre. Et je ne me suis jamais senti prêt à faire autre chose. Depuis que je suis retourné dans l'art, je ne peux pas faire autre chose. Vous vivez exclusivement de l'art? Oui. Mais j'ai eu dit quelque part que Christian Tombor a des projets sur le plan agricole et d'autres projets parallèles qui le nourrissent. Est-ce que c'est faux? C'est vrai, mais pourquoi je dis que je vis exclusivement de l'art? Tout simplement parce que tout ce que je fais est lié à l'art. Même l'agriculture? Ah oui, l'agriculture, en réalité, c'est pour financer mes projets. Parce que je vais être indépendant. Puisque je pratique un art qui est compris et qui ne passe pas partout. Donc, il faut trouver les moyens de financer mes projets. Il faut trouver les moyens de ne pas demander, de ne pas quémander. Parce que ça, c'est le problème des artistes. C'est pas seulement au Cameroun. Dans tous les pays du monde, les artistes ont créé des conditions pour pouvoir s'autofinancer. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Nigeria ou en Afrique du Sud, le ministère de la Culture, parfois il y a des artistes qui ne savent même pas s'il existe. Parce qu'ils ont créé des structures, c'est vrai qu'il faut une volonté politique pour accompagner tout ça. Oui, pour accompagner tout ça. Une politique culturelle. Mais je crois que c'est ça que j'ai essayé j'essaye de faire. Des projets agricoles pour financer mon art. Je n'ai pas inventé ça, j'ai vu ça chez un aîné comme Barthélemy Togo avec Banjum Station, qui peut nourrir des artistes qui viennent en résidence chez lui, qui mangent directement ce qui vient le haricot qui vient de son champ. Il n'a plus à acheter la nourriture pour se nourrir, pour nourrir tous ceux qui sont avec lui dans son espace. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai des projets agricoles, j'ai des champs, une bananeraie, j'ai un champ de macabo, bon, en ce moment je veux faire du cacao. C'est vrai que bon,
mais bon, je vais le faire. Bon, parallèlement aussi, j'ai d'autres activités comme je fais des mises en scène, des scénographies. On a vu Christian Tongo, scénographe, manager d'artistes. Oui, On a dit que Christian Tongo pense déjà à son après-carrière. Ah oui, c'est ça. Bah, au départ, je faisais ça par passion et surtout pour accompagner les jeunes, comme ça d'une manière désintéressée. Mais après, je me suis dit, mais tiens, c'est une profession. Aujourd'hui, j'assure la direction artistique de plusieurs artistes, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la peinture, dans les arts plastiques, la performance. Et je fais dans cette direction artistique, je conseille les artistes, j'organise leur carrière, j'essaie de les accompagner. Vous organisez comment? Vous faites quoi? Oui. Vous cherchez des spectacles, des espaces, vous faites quoi? Là, c'est le rôle du manager. J'organise leur carrière dans ce sens que beaucoup d'artistes ne savent pas souvent, ils ont leur art, mais ils ne savent même pas où commencer. Par exemple, pour s'ouvrir à l'international, il y a des artistes qui ne savent même pas où commencer. Et moi, j'ai la chance de connaître le circuit. Donc, je peux leur dire, voici ce qu'il faut faire. Si tu veux arriver là, si tu veux partir de A jusqu'à B. Voici des pistons qui peuvent permettre à ce que votre carrière bouge. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc. Ce qui fait que le regard de tout le monde va changer autour de Christian Tongo. Oui. Avec tout ce que vous développez comme activité et tout ce que vous avez comme action à mener, ça veut dire que le regard qui était un peu plus méfiant, qui était un peu plus celui qui a raté sa vie a changé. On voit que c'est un businessman accompli qui est en train de réussir sa vie, je crois bien. Businessman, peut-être, mais... Un businessman dans l'art, dans l'agriculture. Oui, parce que je pense qu'on ne doit pas avoir honte de l'argent qu'on gagne, du salaire de son travail. Le regard a changé peut-être parce que je suis très occupé, je connais des personnalités. Et une petite anecdote, j'ai un cousin de mon père qui a été le chef des services d'information à Cameroun Tribune. Disons, il a exercé à Cameroun Tribune pendant 42 ans. Et je crois qu'il a été chef du service d'information pendant une dizaine d'années. Il est parti à la retraite il y a 3 ou 4 ans. C'est un monsieur qui me voyait comme ça, quand il me voyait, il sait que je suis le fils de son frère, bon c'est tout, ça s'arrêtait là. C'est un gars qui a refusé l'école. Ah oui, j'étais le petit voyou de la famille et tout. Et il y a 3 ou 4 jours, lors d'une réunion familiale, il est venu me voir, il me dit, ah mais Christian, pourquoi tu n'es pas venu me voir au moment où tu fais des interviews à Cameroun Tribune? Il dit, ça fait 2 fois que je vois des articles sur toi à Cameroun Tribune et tu sais que j'ai été à Cameroun Tribune. Je lui dis, ah ben je sais, mais je sais aussi que tu n'y es plus. Il me dit, non, j'ai toujours... des attaches? Oui, quand tu as besoin de quelque chose, tu viens me voir. D'ailleurs, prends mon numéro, tu m'appelles quand tu as besoin de quelque chose. Et là, il te l'a donné délibérément? Ah oui. Et il m'a dit, on s'est entretenu pendant longtemps, pendant un bon moment. Il m'a dit avoir lu l'interview, la dernière interview que j'ai livrée à Cameroun Tribune, qui était quand même sur une demi-page. Et d'ailleurs, on parlait de mon activité sur une page entière et l'interview était sur une demi-page. Ça, c'est pas donné. Généralement, c'est des petits encarts, c'est surtout qu'il n'y a pas assez d'espace dans la presse écrite pour les pages culture, on le constate aujourd'hui. Voilà. Mais qu'est-ce que vous pensez même de ça, de ce manque d'engouement de la part des journalistes et de la presse pour suivre les artistes, leur carrière et le développement de ce qu'ils font? Parce que généralement c'est une demi-page ou c'est un encart de page
qui est dédié à la culture et qui est presque toujours consacré à la musique? Je pense que le problème est économique. Le problème est économique parce que les journalistes, alors les organes de presse écrites ont besoin de vendre leurs produits. Donc du coup, ils vous font un fourre-tout. Ils vous font un fourre-tout. Consacrer une page ou un journal à un seul domaine, ça veut dire que c'est limiter comment j'allais dire ça, c'est-à-dire le marché. Par exemple, il est risqué de monter un journal économique. Mais tout simplement économique. Aujourd'hui, on n'a pas un journal culturel, quand même, sur la scène camerounaise, qui parle de culture uniquement. Oui, il y a Mosaïque. Il y a Mosaïque qui est vraiment, comment j'allais dire, c'est le sacerdoce. Mosaïque avec Parfait Tabarsi et toute son équipe. Ils essayent de s'accrocher. C'est le seul journal au Cameroun qui parle de la culture. Donc, et comment il n'y a que les artistes qui sont au courant de ce journal et parfois qui ne peuvent même pas l'acheter. Parfois, il est obligé de distribuer des exemplaires parce que c'est pas vendu. Donc, je pense qu'il y a un problème économique, je pense qu'il y a un problème de culture même. Il y a un problème de culture. Donc, si la presse écrite s'intéresse très peu à la culture, je me dis toujours, moi je cause avec les journalistes, je me dis, il y a toute une autre éducation à faire de ce côté-là aussi. Aujourd'hui, Christian Tongo, il travaille avec une structure, une institution ou une organisation culturelle qui s'appelle Multi Project, qui est votre association que vous avez montée, qui depuis plus de 10 ans travaille sur la scène du Cameroun et à l'international pour, comme vous dites, accompagner les projets culturels et renforcer l'amitié entre les cultures et les peuples. Pourquoi cette philosophie-là? Oui, il faut déjà savoir que lorsque j'avais ressenti que j'allais faire plusieurs choses à la fois, je me suis dit qu'il fallait que je regroupe ça dans une association. Donc à partir de 2007, je vais créer Multiculti Project. Pourquoi Multiculti? Parce que je pensais déjà à un concept qui pourrait promouvoir l'amitié entre les peuples. Et je ne voulais pas faire quelque chose qui soit parallèle. Comment je peux lier l'amitié entre les peuples, l'art et la culture? Ça va ensemble. Donc j'ai créé dans Multiculti Project. Et au départ, c'était des projets comme ça que je faisais d'une manière désorganisée. Mais à partir de 2013, j'ai fait légaliser l'association. Cette association porte des projets d'une manière bien structurée. Donc, Multiculti fait dans quoi? C'est l'éducation artistique et l'action culturelle, dont nous évoluons dans les quartiers défavorisés, où nous donnons des cours de peinture ou de théâtre aux enfants qui ne peuvent pas accéder à l'art. Donc nous allons dans les orphelinats pour organiser des sessions de théâtre, peinture, chant. Nous travaillons avec des artistes, bien sûr. L'objectif, c'est quoi? C'est susciter des passions ou permettre la détection des talents? Tous en même temps. C'est-à-dire la détection des talents, mais surtout si pour... Ou c'est juste le divertissement? Non, pas le divertissement, mais l'éducation. C'est-à-dire aller dans un quartier où des enfants n'ont jamais vu une pièce de théâtre, ou ne savent même pas ce que c'est.
Ou alors non, j'avais touché à la peinture parce que les parents, au lieu de leur chercher à manger, n'achèteraient pas un pot de peinture. Alors, ces enfants, on va vers eux avec le matériel et il faut avouer qu'il y a plutôt des génies dans ce milieu-là. Donc ils sont réceptifs, il y a des oui, ils sont très réceptifs. Donc nous allons dans les prisons aussi, nous allons avec les enfants de prison, les enfants mineurs, nous travaillons avec les centres, les foyers de réinsertion. Donc votre cible c'est la jeunesse. La jeunesse. Quelle tranche d'âge? La jeunesse. Pas de tranche d'âge. Pas de tranche d'âge. Bon, mais maintenant aussi les personnes en difficulté. Personnes en difficulté comme les vieillards. Les personnes du troisième âge. Oui. Qu'est-ce que vous leur apportez? Nous avons un projet de faire des comptes, d'aller leur dire des comptes. Mais vous allez compter à des vieillards? Eux, ils ont des comptes à vous dire sûrement. Oui, mais ici, nous partons d'une manière artistique. C'est-à-dire, nous allons échanger avec eux. Ça les ramène à la vie. C'est-à-dire, ici, on a affaire à des vieillards qui sont peut-être abandonnés ou qui ont peur parce qu'ils sont malades ou des choses comme ça. Donc, quand nous allons faire dire des contes, ce n'est pas pour leur apprendre des contes, mais c'est pour plutôt apprendre d'eux, mais plutôt échanger. Mais nous allons d'une manière artistique proposer des choses. Il faut dire que... vous leur proposez des choses pour qu'eux ils sortent leur histoire qui vont permettre d'enrichir. Oui. Et c'est très intéressant cet échange avec les personnes de troisième âge. Et pour ceux qui nous regardent actuellement et qui voudraient travailler avec l'association Multiculti Project, quel type de projet ils peuvent venir déposer à l'association? Ils peuvent venir avec quoi comme projet, comme idée? Il faut orienter. Est-ce que c'est ouvert, tous les projets? C'est ouvert. Tout type de projet lié à la culture et à l'art et à l'amitié entre les peuples. Parce que je souligne bien l'amitié entre les peuples, parce que mon travail, ma démarche artistique est portée vers l'humain. Vers l'humain. Comment faire pour rapprocher les gens? Comment faire pour rapprocher les peuples? Moi, je passe par l'art et la culture, parce que c'est un moyen très facile pour moi de rapprocher les gens. J'ai une anecdote tout dernièrement en Allemagne. Je faisais une performance et il y avait un vieil homme érythréen qui était un réfugié qui a passé plus de 30 ans en Allemagne, qu'on avait invité dans ce festival pour présenter comment on prépare le café en Érythrée d'une manière traditionnelle. Et il est arrivé, le festival se passait à Mannheim, qui est une ville très multiculturelle. Oui. Et lui qui avait vu plusieurs nationalités avant, était très étonné que on l'avait invité pour montrer aux autres comment on fait du café en Érythrée. Et j'ai discuté avec lui. Il était très étonné que je vienne du Cameroun et que je vienne faire cet art. Que je parte du Cameroun pour l'Allemagne pour faire ça. Donc on a beaucoup discuté. Aujourd'hui, on a gardé un contact qui peut-être peut déboucher sur quelque chose. Ce n'est pas un artiste, mais c'est quelqu'un qui a été très marqué par le concept de ce festival. Il a tout de même une pratique patrimoniale importante qui pourrait permettre aux autres générations d'en profiter. Pour ceux qui nous regardent, vous aurez le contact de l'association Multiculti au bas de votre écran. Vous pouvez contacter directement Christian Tongor ou bien son groupe pour permettre à ce que il y ait plus d'informations sur le Multiculti Project. Christian, nous sommes en dernière partie de notre entretien et il a été très riche. Et nous allons rester sur quelques images et quelques noms et quelques clichés qu'on pourra vous présenter et on pourra en discuter. Je prends un nom comme au hasard, comme ça tout à l'heure, vous allez parler de Barthélemy Togo.
qu'est-ce que ce nom renvoie? À quoi ça renvoie pour vous? Vous avez parlé de son expérience avec le Banjo Station et vous aimeriez faire une pareille initiative, je ne sais pas où, à Yaoundé ou à Douala, je sais non, pas. loin de Yaoundé, à Soa. Vous encablez à quelques kilomètres de Yaoundé. Oui, Ça, c'est le chevaux. oui. Donc, Barthélemy Togo, il renvoie quoi? Un modèle. Un Vous exemple. avez travaillé déjà avec Barthélemy? Oui, sur quelques projets. D'ailleurs, en novembre 2017, novembre prochain, j'ai une performance que je vais réaliser à Banjo Station. Barthélemy Togo, c'est un modèle, un exemple. Parce que après ma performance, après ma rencontre avec Pascal Matritayou, la première fois que j'ai vu une performance, c'est Barthélemy Togo. Et j'ai compris que voilà cet art dont parlait Pascal Matritayou. Je vous avais parlé des collaborations que vous avez faites au Cameroun et à l'international. Il y a un nom qui revient à l'international régulièrement, Djelili Yatiko. Vous en avez déjà eu à rencontrer Djelili? Oui, Djelili, on a travaillé sur plusieurs projets au Cameroun et à l'international. La dernière fois, c'était en Suisse. Djelili Yatiko, c'est un camarade de combat. C'est plus de 20 ans de performance, Djelili. Oui. C'est un tout petit peu l'un des pionniers en Afrique. Oui, c'est l'un des pionniers en Afrique, c'est le pionnier au Nigeria. Quand vous êtes le pionnier au Cameroun? Oui. Djelili est dans ce combat de la revalorisation des traditions africaines. C'est pour ça que nous nous entendons. Il a également trop d'initiations Oui. et de mise en scène initiatique dans ces pratiques de la performance. Oui. Qu'est-ce qui pousse à explorer cette dimension initiatique-là? Et pourquoi? Je crois que ça choque souvent certaines personnes, parce que j'ai eu l'insigne honneur d'être invité par votre personne ou bien par d'autres camarades, collègues à vous, pour regarder les performances qui ont choqué, des sommités, de l'art plastique et même des arts visuels. Est-ce que vous n'en faites pas un peu trop? Oui, il faut savoir que la performance est subversive. Il faut savoir que la performance est un acte ou une action violente. Violence, mais physique ou spirituelle? Spirituelle, psychologique ou physique. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas avoir une violence gratuite. Vous n'avez pas peur de faire fuir votre public? C'est pour ça que la performance n'est plus un art. C'est pour ça qu'elle n'est plus un art, parce que le public, le public est considéré ici comme participant et non plus comme public. Entre le performeur et les autres et le public, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Donc le public fait partie du spectacle. Voilà, c'est ça. C'est des acteurs passifs. Oui, et parfois même actifs. Donc, il faut que la violence ne soit pas gratuite. Et elle peut mettre poésie ou poétique. Elle peut être poésie ou poétique. On peut utiliser une violence qui est visiblement douce, mais qui vous renvoie quand même un choc. Ça aussi, c'est la violence. Et la performance, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un acte fort de dénonciation. Donc, du coup, c'est jamais calme, quoi. Et une des curatrices, parce qu'on en a parlé de votre fille qui souhaitait être curatrice, oui. Une autre, c'est très célèbre, c'est Bisi Silva, au Nigeria. C'est une femme très connue dans le domaine des arts visuels et qui, aujourd'hui, travaille dans la performance. Quels sont vos rapports avec Bisi? Bisi Silva, c'est une grande dame que j'ai rencontrée, que je connaissais déjà avant. Et je me disais toujours comment je vais faire pour travailler avec cette dame, parce qu'elle avait travaillé avec les plus grands. Je lui dis qu'elle vous a invité à participer à des spectacles de performance. Oui,
Et je me suis toujours demandé comment j'allais faire pour travailler avec cette dame qui a travaillé avec les plus grands et dans les plus gros projets. Elle a été à la Biennale de Dakar, elle a été directrice de la Biennale de Bamako, elle a été à la Biennale de Grèce. Dubai Art. Oui, elle était Dubai Art. Et je me disais toujours comment je fais pour travailler avec cette grande dame. Et j'ai eu la chance lors d'un symposium sur la performance à Yaoundé, organisé par le Goethe Institute, de la rencontrer et de présenter une performance parce qu'au départ on a beaucoup bavardé, mais ce n'est pas suffisant. J'ai présenté une performance au musée La Blackitude et elle m'a vu travailler, c'est là que c'est parti. Et j'ai été invité au Nigeria pour participer à un projet qui était un projet entre les pays scandinaves et l'Afrique de l'Ouest. Donc j'ai été invité au Nigeria, j'ai été invité en Suède et en Norvège. Voilà ma rencontre avec Lucie. Et le Goethe, on vous voit le Goethe, c'est très connecté aux activités du Goethe. Oui, le Goethe, c'est l'une des structures, des institutions de coopération qui m'ont fait confiance dès le début. Et aujourd'hui, ils continuent à appuyer certaines de mes actions. C'est vrai que ce ne soit pas toujours facile, mais c'est une institution qui soutient la performance. Et du coup, nos relations seront étroites. Il fut un moment, l'image de Christian Etongo était associée à une poupée, et une toute petite poupée. Je suis surpris que Christian ne soit pas arrivé ici avec sa poupée qui était pour beaucoup votre totem. Où est passée votre poupée, Christian Etongo? Oui, Simba, qui est cette poupée que je traîne dans mes valises depuis... Qui a fait le tour du monde avec vous. En fait, vous l'appelez Simba. Oui. Pourquoi Simba? Je raconte très brièvement l'histoire de cette poupée. Je devais faire une performance en 2011. Et voilà, j'avais besoin d'une poupée pour travailler. J'ai acheté cette poupée dans la rue. Et pourquoi la poupée? Pourquoi pas d'autres objets? Oui, j'avais besoin d'une poupée pour cette performance. Et le nom Simba était écrit dans son dos. Bon, j'ai pas pensé tout de suite de là sur mes Simba. Je dis, c'est un nom. Et puis bon. Et puis Simba, ça veut dire le lion en swahili. Donc, c'est pas un lion, ça, c'est une poupée. Dès que je vais l'utiliser, je vais. Pas seulement en swahili, même dans les langues des peuples bantous, Simba, ça renvoie toujours. Voilà. La panthère. Voilà. Je me suis dit, dès que je vais l'utiliser, je vais sûrement l'abandonner quelque part ou la jeter ou offrir à des enfants, quoi. Sauf que la première fois que je présente cette performance, c'est fait comme ça d'une manière banale. Et je suis invité en Afrique du Sud pour présenter la même performance. Dont le titre est What do you think about contemporary art? Et je travaille avec un coq et cette poupée. Sauf que quand je repars, c'est avec la même poupée, parce que j'étais invité en Afrique du Sud pour présenter refaire la performance. Mais je me suis dit, bon, l'équipe qui gagne. Après la performance, ce sont les journalistes qui ont mis un truc dans ma tête. Et j'étais en pleine restructuration de mon travail. C'est-à-dire j'étais en train de refaire ma démarche, me dire, bon voilà, je ne travaille plus comme ça, je navigue plus à vue. Donc maintenant mon travail doit être structuré. Et j'étais donc en pleine... donc les journalistes vont me poser des questions toute la soirée sur cette poupée. Et naturellement je vais répondre des choses que je sens.
je n'aurais pas dit ah non c'est une poupée que je vais jeter après et tout ça. Donc je disais des choses que je ressentais. Et après cet entretien avec les journalistes, j'ai relu tout ce qu'on avait écrit sur la poupée. Donc tout leur papier tournait autour de la poupée. Et j'ai vu des choses que j'avais dites sur l'utilisation de la poupée. C'était des choses plus profondes que je ne pensais. Et je ne pouvais plus me séparer d'elle. Donc depuis 2011, elle voyage avec moi partout. Simba, c'est votre doublure. Oui, et aujourd'hui elle ne sort pas, elle sort d'une manière solennelle. Ah ben on n'a pas invité Simba sur ce plateau. Oui. Prochainement, Simba sera invité Oui. et sera associé à Christian lors d'un prochain entretien que nous espérons aussi fructueux et qui nous aura permis de nous balader dans la carrière artistique et les côtés jardins de Christian Tongo et dans toutes les différentes pléiades d'activités que Christian Tongo mène aujourd'hui au Cameroun et à travers le monde. Et pour sortir de cet entretien, Christian, quel serait le mot de la fin et le conseil que vous pourrez donner à un jeune qui veut faire dans la performance? En général, je donne le même conseil aux jeunes. C'est de croire en ce qu'ils font. Il faut toujours croire en ce qu'on fait. D'être persévérant, de ne rien attendre. Ne rien attendre. Comment ça, ne rien attendre? Ne rien attendre, parce que si l'attente est longue, on finit par se décourager, surtout dans notre contexte. Par expérience, j'ai vu que tous ceux qui se sont mis dans un domaine sans rien attendre ont gagné énormément. Ils ont gagné plus qu'ils ne pensaient. Et quand on n'attend rien de la vie, elle vous donne énormément. Mais quand on pose des actions sans rien attendre, on a beaucoup en retour. Et ça, c'est le conseil que je donne toujours aux jeunes. Et pour le mot de la fin, je dirais merci à l'initiative Come and Place, qui est vraiment quelque chose qui nous manque. Une plateforme pareille nous manque, nous en tant qu'artistes au Cameroun, parce que il est déjà difficile. Moi, en tant qu'aujourd'hui promoteur culturel, je connais la difficulté qu'ont les artistes de pouvoir communiquer, de pouvoir montrer leur travail, se faire connaître. Donc s'il y a une structure comme celle-ci qui peut pallier à ce manque, je pense que nous devons encourager ça. Donc je dis merci à Come and Place. Je remercie toute l'équipe qui est là, qui fait ce travail. Ils sont nombreux, Claude Achina, Thierry Mifo, Joseph Moncho, ils sont nombreux. Oui. Ils travaillent pour la cause et la valorisation de la culture au Cameroun et des artistes et des institutions culturelles pour accompagner